Donc bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par dire quelques mots sur le mouvement des agriculteurs quand même, qui fait la une de l'actualité depuis 15 jours avec les blocages d'autoroutes, les actions contre les préfectures et les grandes surfaces, et puis surtout les milliers de tracteurs là, qui ont convergé de toute la France pour aller bloquer Paris. Parce que ça a été et c'est l'explosion d'une très forte colère, voire plus même d'une exaspération de producteurs agricoles qui sont poussés à la ruine, et pour certains ça finit par le suicide. Donc après, bonjour. Après 15 jours d'un mouvement qui a gagné la sympathie de tout le pays, des travailleurs qui ont supporté les embouteillages en toute solidarité, eh bien, donc les agriculteurs sont rentrés à la ferme, comme leur a demandé la FNSEA, après les annonces que Attal a faites jeudi, donc, pour désamorcer la colère et surtout éviter que, à tout prix, le mouvement n'encourage la contestation et pourquoi pas gagne peut-être d'autres secteurs. Les dernières mesures qui ont été mises sur la table par Attal, dans la continuité d'ailleurs des premières qui avaient été faites, sur le fond, elles servent la soupe au plus gros, et à la FNSEA qui s'est sentie écoutée, qui a même entendu, en parlant d'avancées tangibles, alors qu'il n'y a absolument aucune réponse aux revendications et à la revendication essentielle qui est celle des agriculteurs, c'est-à-dire un revenu qui soit avec des prix au-dessus des coûts de production. Alors, un revenu digne pour les petits producteurs, ça supposerait de s'en prendre au super profit de l'agro-business et de la grande distribution, à leur marge démentielle qui étrangle les petits producteurs. Et ça, le gouvernement, il n'en veut pas, puisque ce sont ces gens-là qu'il défend et leur modèle d'agriculture capitaliste industrielle. Alors il y a donc eu le baratin et puis surtout un enfumage massif qui dit tout le mépris du gouvernement pour les plus pauvres, la souveraineté alimentaire inscrite dans la loi, un saupoudrage de mesures pour alléger la charge financière et administrative immédiate des agriculteurs, et surtout tout un enfumage sur les normes phytosanitaires et environnementales pour détourner le vide de réponse sur le revenu. Et c'est les normes européennes qui sont pointées, en particulier les normes environnementales pour la transition écologique, la concurrence étrangère aussi qui n'est pas soumise à ces normes, et les traités de libre-échange, alors que ce sont les intermédiaires qui s'engraissent, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, qui sont pour la plupart bien français. Alors tout ça alimente les démagogues d'extrême droite qui instrumentalisent la détresse des agriculteurs. On a vu Bardella en campagne pour les européennes, qui se fait le porte-parole de la France des oubliés, qui entend le cri d'un peuple français qui ne veut pas mourir et qui tape bien sûr sur l'Europe et sur les normes, avec des solutions protectionnistes qui désignent le petit producteur de poulet ukrainien ou brésilien comme responsable de la ruine des agriculteurs. À noter quand même que ces mêmes politiciens d'extrême droite, députés européens, votent et ont voté en toute la politique de la PAC, et y compris pour la majorité les traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On a bien sûr le mouvement ouvrier et les révolutionnaires à lutter contre cette démagogie souverainiste et cocardière, y compris quand le protectionnisme est repris par les camarades de la Confédération paysanne, qu'on soutient bien sûr dans leur lutte. Parce que ce n'est pas les produits étrangers qu'on combat, c'est la mainmise du capital et de la finance sur l'agriculture comme sur l'industrie. Et de ce point de vue, on a les mêmes intérêts, les travailleurs de la ville avec ceux des campagnes, qu'ils soient d'ailleurs petits producteurs indépendants
ou salariés agricoles, hein, ces grands oubliés de la question agricole, les salariés dont personne ne parle, hein, tous ceux qui triment sur les exploitations dans des conditions absolument indignes bien souvent, mal payés, mal logés, souvent non déclarés, hein, et sur lesquels repose la compétitivité de l'agriculture capitaliste, y compris française, dont certains ont une bonne compétitivité. Hein. Et il n'y a que les travailleurs qui peuvent répondre au désespoir des petits agriculteurs indépendants et à leur ruine. Et il faudrait pour ça s'associer à eux pour contrôler les prix, imposer la transparence des marges insolentes hein, de tous ceux qui sont du fric et les spéculateurs, imposer aussi la transparence sur les marges, sur les taxes d'État, les taxes européennes qui sont reversées aux plus gros. En fait, il n'y a que les plus gros qui en bénéficient. Alors ce qu'il faudrait, hein, c'est annuler la dette, faire du crédit gratuit en instaurant un monopole des banques et des assurances sous le contrôle de la population et des travailleurs, hein, pour réorienter tout l'ensemble de l'économie, de l'agriculture en premier lieu, mais de toute l'économie, hein, vers la satisfaction des besoins du plus grand nombre, et tout ça dans le respect de l'environnement. Et tout ça repose sur la seule issue, c'est-à-dire l'alliance par-delà les frontières internationalistes des travailleurs, des villes et des campagnes, hein, pour en finir avec la dictature des marchés, la dictature des banques et des multinationales, et en construisant des États-Unis socialistes d'Europe et du monde, hein, qui sont la seule issue. Donc bon, vous avez donc tous vu que le Conseil constitutionnel a censuré donc 35 des 86 articles de la loi qui avait été adoptée main dans la main hein, par l'ensemble des députés de la majorité présidentielle ou à virgule près des Républicains et du Rassemblement national. Mais cette censure, elle n'a renié que les aspects les plus caricaturaux. Qui étaient directement repris des poubelles de l'extrême droite, dont la préférence nationale, le durcissement de l'accès aux prestations sociales, dont l'aide pour la dépendance dont bénéficient les personnes âgées et dont ils voulaient priver les étrangers, des quotas migratoires annuels, le resserrement des critères du regroupement familial, ou la dite caution retour pour les étudiants étrangers, qui aurait écarté encore plus que ce ne l'est déjà, les étudiants étrangers, en particulier des pays pauvres, des études extrêmement chères pour eux en France. Alors ces articles, ils ont été retoqués, mais ils n'ont pas été retoqués pour ce qu'ils sont. Ils ont été retoqués pour des raisons de forme, parce qu'ils sont des cavaliers législatifs, comme ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de lien direct avec le texte initial, mais sur le fond, ça ne posait aucun problème aux sages du Conseil constitutionnel. Et s'ils ont été retoqués là, ils restent quand même dans l'air du temps. Et surtout, les 51 articles qui, eux, n'ont pas été retoqués, ils font de cette loi la loi la plus répressive vis-à-vis des immigrés depuis 1945. Les procédures, pour donner quelques... Je ne vais pas citer tout, mais les procédures pour expulser les étrangers qui sont dits délinquants, qui avaient déjà augmenté de 30% l'année passée, sont encore simplifiées et accélérées. L'obtention d'un titre de séjour est désormais conditionnée au respect de ce qu'ils appellent les principes de la République, ce qui laisse quand même une large possibilité d'interprétation. Les mesures qui protégeaient les personnes qui sont arrivées en France avant l'âge de 13 ans, qui les protégeait d'une ce qu'on appelle une OQTF, une obligation à quitter le territoire français, elles sont supprimées. Les mineurs non accompagnés, qui à leur majorité devaient jusqu'à présent être pris en charge par les services des départements dans le cadre d'un contrat jeune majeur, même si déjà beaucoup de départements n'avaient pas les moyens pour le faire, là désormais ils ne sont plus protégés d'une possible expulsion. Et quant à l'article sur la régularisation des travailleurs sans papier dans ce qu'on appelle les métiers en tension, là où il manque de main-d'œuvre, où les patrons ont du mal à embaucher, il vise à assurer au patronat une main-d'œuvre qualifiée, bon marché, et ça illustre toute l'hypocrisie criminelle des classes dominantes qui pourchassent les migrants
et en même temps eu toujours recours à l'immigration pour remplir leurs usines, leurs chantiers, nettoyer leurs caniveaux, nettoyer les hôtels de luxe, faire tourner les hôpitaux. Et le comble du cynisme, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, Attal a annoncé qu'il allait envoyer un émissaire, c'est ses propos, pour aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France, pour pallier donc au manque cruel de médecins pour faire tourner les hôpitaux et tout le reste. Et ça, en même temps, qu'il annonce et qu'il confirme qu'il va réformer l'AME, l'aide médicale d'État, qui est ce qui permet aux travailleurs sans papier d'avoir accès à un minimum de soins, qui va donc poser des très gros problèmes de santé et pour eux, et puis de santé publique plus largement. Alors la campagne pourrie qui a été orchestrée pendant des mois, pendant lesquels ont eu lieu les tractations entre les Républicains, le gouvernement, autour de cette loi, ça a franchi un seuil qui n'avait pas été atteint jusque-là, offrant une large caisse de résonance à l'extrême droite et à ses idées, et avec des mesures telles que la préférence nationale et la remise en cause du droit du sol, donc, qui ont été votées main dans la main par la majorité des députés, des sénateurs, et qui restent donc, comme je disais au début, dans le paysage. Et dès cette semaine, on a entendu Darmanin, qui a annoncé une réforme constitutionnelle pour changer les règles du droit du sol à Mayotte, qui est un petit bout de territoire, paraît-il, français en plein milieu de l'océan Indien, où désormais, ce que veut imposer Darmanin, c'est que pour qu'un enfant né à Mayotte puisse demander, donc sur le sol français en théorie, puisse demander la nationalité française, il faudra qu'il soit en mesure de prouver que ses deux parents étaient déjà sur le sol de Mayotte plus d'1 an avant sa naissance. Alors, petit détail, ça existait déjà, mais c'était limité à 3 mois. Enfin, limité. C'était déjà, ils exigeaient déjà 3 mois, depuis la dernière loi immigration de 2018 qui avait été prise par Collomb. Alors, cette loi, toute cette offensive anti-immigrés, elle fait partie d'une offensive globale qui vise à mettre au pas les travailleurs, quelle que soit leur couleur de peau, leur nationalité, qu'ils aient des papiers ou pas. Et elle est le fruit pourri du nationalisme, du racisme, de la folie sécuritaire du personnel politique de la bourgeoisie, qui sert cette minorité parasite richissime. Et c'est une politique criminelle qui alimente les peurs, qui alimente les fantasmes, qui présente des travailleurs immigrés comme des délinquants, des terroristes. Et elle est l'expression de l'incapacité, l'impossibilité pour les classes dominantes de répondre aux besoins du plus grand nombre, aux besoins des travailleurs, des classes populaires, de la jeunesse, mais aussi de la trouille qu'elles ont de la révolte justement des opprimés et de la contestation du monde du travail, des jeunes, face à ce monde de plus en plus insupportable. Le capitalisme, il a mis en concurrence les travailleurs du monde entier, il a déplacé des usines en fonction de ses besoins de production d'un pays à l'autre, à la recherche des salaires les plus bas, des conditions d'exploitation les moins contraignantes pour le profit maximum. Et il a créé des liens entre des centaines de millions de travailleurs qui sont exploités dans le monde par les mêmes multinationales sur tous les continents. Il a bouleversé à marche forcée les conditions de vie et de travail de milliards de personnes, d'hommes, d'enfants. Il a créé de fait une classe ouvrière mondiale qui partage les mêmes aspirations d'un bout à l'autre de la planète, qui est reliée aux mêmes réseaux sociaux, qui est confrontée aux mêmes conséquences dramatiques du pillage capitaliste qui plonge le monde dans une crise globale, une crise économique, sociale, écologique et de plus en plus militaire. Alors le drame que vivent les migrants illustre la barbarie de cette société. Des millions de femmes, d'hommes, d'enfants sont obligés de fuir les violences, la misère, le désespoir que génère l'exploitation. Et d'après l'ONU, chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution et à la terreur. Et encore, ces chiffres-là datent de quelques années, et vu la vitesse à laquelle la situation empire, on en est peut-être bien au-delà. Sur l'année 2022, 108 millions de personnes ont été déplacées de force à l'échelle du monde. C'est plus de 70 millions de plus qu'il y a 10 ans. Une personne sur 74, ce qui est énorme, si on prend la population mondiale, donc une personne sur 74 est passée dans un camp de réfugiés en 2023.
je ne sais pas si, voilà, ça donne des chiffres absolument dingos, hein, et on évalue à 1 million le nombre d'enfants qui est né dans des camps de réfugiés sur 2 années, entre 2018 et 2020. Et une telle barbarie, une telle violence, font de cette société quelque chose d'insoutenable, hein, une société qui en forme de telles situations et de fait condamnée. Aucune frontière et aucun barbelé, hein, aucune loi ne pourra empêcher les soulèvements de la vie, la révolte contre ce monde-là. Alors les marchandises, elles circulent aujourd'hui dans des porte-containers sur toutes les mers du monde. Les capitaux, ils se déplacent à la vitesse de la lumière entre les bourses du monde entier. Mais les hommes, les femmes, les enfants, hein, se noient en voulant franchir les mers pour simplement vivre, en proie aux réseaux mafieux, aux milices parallèles. D'autres sont enfermés pendant des années dans des conditions inhumaines, dans des camps de réfugiés qui sont ballottés de part et d'autre des frontières. Et ici, dans les pays riches, des milliers de travailleurs immigrés sans papier qui sont arrivés après des années d'errance survivent dans des squats, tout en travaillant dans les pires conditions, sans garantie de toucher un salaire à la fin du mois, sous la menace permanente d'une arrestation et d'une conduite en CRA, en centre de rétention administrative, avec la menace de l'expulsion. Alors face à cela, la gauche institutionnelle, qu'elle soit politique ou syndicale, elle s'offusque à juste titre du déferlement sécuritaire et raciste et de la loi immigration. Elle plaide pour plus d'humanité, mais elle reste très respectueuse de la nation, de la République, de ses institutions et de ses frontières, et elle refuse de défendre la liberté de circulation et d'installation. Pire, elle discute de quels seraient les bons immigrés à accueillir, et on a peut-être oublié, mais en septembre dernier, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts ont signé un texte avec des élus Renaissance qui demandait la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Ils ont été satisfaits, puisque c'est effectivement aujourd'hui dans la loi. François Ruffin, député LFI, s'est prononcé, lui, pour une politique d'obligation de quitter le territoire, les fameuses OQTF, qui soit beaucoup plus ciblée et beaucoup plus effective. C'était ses mots. Appelant, je cite encore, à cibler sur les personnes qui troublent le plus l'ordre public. On mesure à quel point ces propos ils sont démagogiques et dangereux, et ils auraient pu être tenus par n'importe quel promoteur de la loi qui vient d'être adoptée, mais qui sont par ailleurs en cohérence avec la politique de la gauche, qui partage l'idée qu'il faut réguler les flux migratoires, et une gauche qui, quand elle était au gouvernement, a largement participé à des politiques de contrôle des immigrés, à une succession de lois et de mesures anti-immigrés. Et pour les plus anciens, on se souvient des propos de Rocard en 1989 expliquant qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'était le début de la gauche. Tout à fait, mais c'était quand même... voilà. Et donc participant au fantasme de l'embellissement pour les étrangers, et à ce propos, ça vaut le coup quand même d'avoir un ordre d'idée. En 2022, les réfugiés qui sont rentrés illégalement en Europe, ils étaient au nombre de 331 400, ce qui est quand même totalement dérisoire si on le rapporte au nombre d'habitants en Europe, qui est de 450 millions de citoyens et citoyennes, 350 000 personnes, qui, voilà, la théorie du grand remplacement de Zemmour et tous les autres qui agitent le chiffon en permanence. Alors le repli souverainiste, le nationalisme, l'illusion que les frontières pourraient être en quoi que ce soit une protection pour les travailleurs, c'est des pièges mortels. C'est l'ensemble des travailleurs et des classes populaires que le pouvoir vise à travers les travailleurs immigrés. Il cherche à diviser, à désarmer, à détourner la colère sur des boucs émissaires, tout en faisant pression sur les conditions de travail et de vie de tous. Mais ce n'est pas la concurrence des travailleurs immigrés qui tire les salaires et les conditions de travail vers le bas, c'est bien l'exploitation. Alors les travailleurs, les jeunes, les pauvres du monde entier, ils aspirent à vivre et à accéder au progrès, à l'éducation, aux sciences, aux richesses qui sont créées par le travail collectif des prolétaires du monde entier.
Et les jeunes de toutes les banlieues du monde, ils ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes inquiétudes face à l'avenir et à la barbarie de la société, et la même révolte. Les mobilisations qui sont en solidarité avec les migrants contre les politiques réactionnaires, elles sont en train de faire émerger une nouvelle conscience internationaliste, la compréhension que nous avons tous les mêmes intérêts de part et d'autre des frontières face aux mêmes exploiteurs, à la même poignée de multinationales et de financiers internationaux qui aspirent la plus-value sur toute la surface du globe. Et l'ampleur du drame des migrants, au-delà de la simple solidarité humaniste, elle a fait progresser la conscience que nous appartenons toutes et tous à la même classe des exploités. Alors cette lutte, elle est éminemment politique, elle est une partie intégrante de la lutte contre la barbarie de cette société pour un monde débarrassé de la violence de l'exploitation et de la propriété capitaliste. Et je passe la parole à Nora. Oui, donc je vais faire une première partie un peu sur les luttes des travailleurs sans papier en France là, ces derniers temps, et puis une deuxième partie sur l'Europe. Donc on va essayer de faire ça efficacement. Donc les travailleurs sans papier, Isabelle en a déjà un peu parlé, c'est bien souvent du coup celles et ceux qui sont les plus précarisés, les plus férocement exploités, par les mêmes patrons évidemment que les travailleurs avec papier. Ces patrons qui profitent de cette division pour exploiter les uns dans des conditions presque esclavagistes et s'en mettre plein les poches, et puis pour mieux régner sur l'ensemble de la classe ouvrière. Isabelle l'a un peu dit déjà, en effet, malgré les discours xénophobes et les lois racistes qu'on entend surtout dernièrement, en fait l'immigration c'est vraiment un besoin pour la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie elle a besoin en permanence d'avoir une armée industrielle active ou de réserve à exploiter comme bon lui semble, et pour ça elle fait venir des gens de par le monde. C'est notre bourgeoisie en fait qui crée des clandestins, qui crée en fait des travailleurs qu'elle peut exploiter encore plus durement que les autres, et qu'elle peut utiliser aussi comme bouc émissaire auprès des travailleurs français, en les faisant tenir pour responsables de tous les maux de la société capitaliste, le chômage, les bas salaires, etc. Comme le dit notre slogan, les frontières c'est l'arme des patrons. Ces travailleurs et ces travailleuses, c'est donc des frères et sœurs de classe pour tous les ouvriers et ouvrières français, mais c'est aussi des frères et sœurs de lutte. Parce que malgré des conditions terribles et malgré le risque d'être expulsés à tout moment, voire d'être enfermés, ces travailleurs et travailleuses, ils ont mené plus d'un combat contre les patrons et contre l'exploitation capitaliste extrême qu'ils subissent. Tout récemment, le 17 octobre 2023, il y a 650 travailleurs sans papier, principalement de Paris et de Seine-Saint-Denis, qui se sont mis en grève pour demander leur régularisation. Ils étaient soutenus par la CGT et ils ont bloqué 33 entreprises qui les emploient. Donc en général, c'est des sous-traitants de grands groupes, genre Carrefour, Chronopost, etc. Et évidemment des agences d'intérim. Finalement, il y a 600 d'entre eux qui ont reçu de la part de leur employeur un CERFA, qui est un formulaire administratif qui leur permet de prouver en fait qu'ils travaillent bien au sein de l'entreprise et qui du coup facilite l'accès au dossier de régularisation. Parce qu'en fait, les entreprises en général délivrent même pas de fiches de paye ou de documents qui permettent aux travailleurs de prouver que ça fait des fois des années qu'ils bossent dans l'entreprise, en France. Donc face aux conditions totalement arbitraires d'attribution des visas, des titres de séjour, etc., ces travailleurs sans papier se mobilisent régulièrement malgré les risques énormes encourus. Parce qu'en fait, la greffe pour ces travailleurs qui sont considérés du coup comme illégaux au regard du droit de séjour en France, elle est passible de rafles, d'expulsions, de violences, et en plus de ça, leur famille au pays est privée de la part de salaire qu'ils leur envoient pour survivre. En plus du fait qu'évidemment, eux, ils touchent plus leur salaire pendant le temps qu'ils font grève, D'ailleurs, les rafles et les expulsions, elles ont lieu même en temps normal. Ainsi, récemment, le 27 décembre, à Grenoble, il y a une opération qui visait des travailleurs sans papier algériens, burkinabés, guinéens, tunisiens, qui a utilisé des moyens policiers vraiment scandaleux. La place Victor Hugo à Grenoble, elle a été entièrement fermée par des camions de police pour permettre l'interpellation des travailleurs. Et les interpellés, ils ont ensuite été transférés en garde à vue à Lyon et à Grenoble, avant de se voir notifier du coup des obligations de quitter le territoire français ou encore des interdictions de retour sur le territoire. Donc en plus de conditions de travail impossibles, en plus du fait d'être plus touchés par le chômage, la misère, etc., c'est la peur au ventre que ces travailleurs et ces travailleuses circulent, vont bosser, puisque à tout moment en fait, ils risquent d'être arrêtés et d'être renvoyés dans des pays par la misère et la guerre, souvent en passant en plus par des centres de rétention avant ça. En novembre dernier, il y a des dizaines de policiers qui sont intervenus aussi pour réprimer brutalement les compagnons sans papier grévistes de la halte Saint-Jean-d'Emmaüs. Ils sont en grève illimitée depuis juillet pour leur régularisation, puisqu'ils y travaillent dans des conditions assez horribles, très mal payées, et que en fait, l'association leur promet d'être régularisés, certains depuis 2018, et ils n'en voient évidemment pas la couleur depuis. À ce moment-là, du coup, plusieurs d'entre eux ont été gazés, matraqués, les autres ils ont été bloqués à l'intérieur de la halte. L'objectif c'était vraiment de les terroriser et d'empêcher la tenue de leur piquet de grève. Leur caisse de grève elle a été confisquée aussi,
Et la direction de la halte, elle a dans le même temps profité pour couper les maigres allocations que touchaient certains compagnons en grève du coup. La lutte, elle a quand même continué malgré ça pour ces grévistes en 2024, et alors que l'association du coup Emmaüs est poursuivie entre autres pour traite d'êtres humains, l'État et les préfectures évidemment la soutiennent pleinement contre ces travailleurs. Donc ça, c'est quelques exemples seulement en fait, de la façon dont sont traités les travailleurs et travailleuses sans papier, et ce d'autant plus quand ils osent relever la tête. Pourtant, malgré ça, ils continuent de protester, de s'organiser et de lutter pour leur dignité. De 2008 à 2011, il y a un mouvement assez important qui a traversé la France, c'est un mouvement de travailleurs sans papier, qui a été appelé entre autres la grève des 6000, puisqu'ils étaient bien en effet plusieurs milliers de diverses entreprises et agences d'intérim, mais également parmi les aides à domicile, qui sont souvent des femmes exploitées au noir qui viennent de l'étranger, à se mettre en grève ensemble et à s'organiser, notamment pour imposer au gouvernement une mesure d'application générale de régularisation des travailleurs, en gros pour empêcher le fait que les visas sont délivrés de manière totalement arbitraire, et qu'ils n'ont aucun contrôle dessus, quoi. Cette grève, en région parisienne, elle a permis à plusieurs centaines d'entre eux d'arracher une carte de séjour. En se défendant collectivement sur leur lieu de travail, en faisant pression sur les employeurs, ces grévistes, ils ont montré qu'ils étaient des travailleurs en fait avant d'être des sans-papiers. Ils ont aussi appris à s'organiser eux-mêmes, à contrôler leur grève, en éditant par exemple des cartes de grévistes pour se reconnaître entre eux et tout, vu qu'ils étaient très nombreux. Et ils sont devenus militants de leur grève, mais aussi militants du mouvement ouvrier. Ces luttes, elles ont continué. En octobre 2023, récemment, il y a 500 travailleurs sans papier qui se sont mis en grève dans une trentaine d'entreprises en Ile-de-France. Encore une fois, c'était des intérimaires, des travailleurs, des sous-traitants de Veolia, de Chronopost, de Carrefour, etc. Pour réclamer des papiers et pour réclamer les mêmes droits que tous les autres travailleurs, quoi. La Poste, c'est un bon exemple de la façon dont les travailleurs immigrés ils sont exploités, notamment par le système de sous-traitance, donc chez Chronopost, etc., avec une direction ultra hypocrite qui prétend ne rien savoir de ce qui se passe, voire carrément d'être la victime de la supercherie de ces travailleurs illégaux. La direction de la Poste, quand on leur dit « Ah, vous employez des travailleurs illégaux, vous payez moins que les autres et tout », ils sont en mode « Oh là là, quoi, on commence ça ?» Genre, on ne savait pas. Et c'est vraiment dégueulasse à entendre. Ce que montrent ces luttes, du coup, les luttes des travailleurs et travailleuses sans papier, c'est que déjà, sans eux et sans elles, il y a bien des entreprises du nettoyage, de la logistique, des hôpitaux, des EHPAD, des chantiers comme ceux des Jeux Olympiques en ce moment, qui ne tourneraient pas, tout simplement. Ces luttes, elles les font sortir de l'ombre, elles montrent qu'ils existent, qu'ils font tourner la société et qu'ils font partie intégrante de la classe ouvrière. Le combat courageux de ces travailleurs pour leur régularisation, c'est aussi un combat en fait, qui concerne l'ensemble des travailleurs et travailleuses, même ceux qui sont français, qui ont des papiers, etc. Puisque supprimer en fait, par exemple au patron du BTP, du nettoyage, de l'intérim, ce moyen de chantage pour aggraver l'exploitation et baisser les salaires de toutes et tous, c'est réduire un peu la concurrence des ouvriers entre eux et la division infinie du prolétariat dont parlait déjà Engels. Finalement, en fait, c'est améliorer le rapport de force en faveur de l'ensemble des travailleurs contre les patrons, quoi. Donc le combat pour la régularisation, c'est bien le combat de tous les travailleurs et toutes les travailleuses. En plus, cette combativité des sans-papiers, elle peut vraiment servir d'exemple à l'ensemble des travailleurs, comme ça a été le cas par exemple pendant les grèves de 2008-2011 dont j'ai parlé, qui étaient quand même assez impressionnantes. Ces travailleurs sans-papiers qui luttent pour être reconnus comme tous les autres, ils pourraient être demain ceux qui luttent auprès de tous leurs collègues pour les augmentations de salaire, pour les meilleures conditions de travail, etc. Là je fais une transition pas subtile vers l'Europe. Donc cette situation n'est évidemment pas propre à la France. Et la montée des idées réactionnaires non plus. Isabelle en a déjà un peu parlé en ce qui concerne la France. Et c'est bientôt les élections européennes et ça va être l'occasion pour nous, le NPA, de parler de l'Europe des frontières, des barbelés, bref de cette forteresse que des immigrés pauvres du monde entier essayent de rejoindre, parfois malheureusement au prix de leur vie. L'Europe, c'est la libre circulation de marchandises, mais aussi d'humains avec l'espace Schengen. Cet espace Schengen, il comprend aujourd'hui 27 pays, dont des États non membres de l'Union européenne comme la Suisse. Et c'est certes un progrès pour plein d'Européens qui peuvent se déplacer et trouver du boulot dans d'autres pays plus facilement du coup, mais la liberté de circulation, elle n'existe pas pour les travailleurs non européens évidemment. En fait, même quand ceux-ci réussissent à rentrer en Europe, souvent après un véritable périple, ils se retrouvent à la merci des contrôles de police et de douane qui ont lieu vraiment partout. Dans ce prétendu espace de liberté qu'est l'espace Schengen, il y a plusieurs centaines de centres de rétention à toutes les portes d'entrée de l'Europe, au sein des grands aéroports, à proximité des ports ou des grandes gares. Pour les travailleurs immigrés, l'Europe c'est une forteresse dont l'accès il est de plus en plus dangereux. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 2500 migrants sont morts ou ont été portés disparus depuis le début de l'année 2023 en tentant de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
et ça fait 50% de victimes en plus par rapport à l'année 2022. Après chaque naufrage mortel, après chaque incendie dans un atelier clandestin, il y a plein de dirigeants européens qui versent des larmes de crocodile et qui accusent les passeurs ou les réseaux mafieux qui exploitent la détresse des travailleurs clandestins. Mais en fait, ces passeurs, ces réseaux, ils prospèrent que parce que ces dirigeants ils multiplient les barrières, tandis que le patronat ici, il exploite ces migrants clandestins dont il a besoin pour s'enrichir toujours plus. Si les migrants ils prennent autant de risques pour rentrer en Europe et pour y vivre ensuite, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix que de fuir la guerre, la misère économique, le chômage, des pays où en fait il n'y a pas d'avenir, et dont sont responsables les grandes puissances impérialistes, notamment européennes, qui pillent littéralement et qui sèment le chaos dans les pays d'Afrique, du Proche-Orient, etc. D'ailleurs, parmi les quelques 50 millions de réfugiés qui sont recensés dans le monde et qui fuient des guerres et des conflits dont les grandes puissances européennes sont souvent directement responsables, il y en a moins de 1% en fait qui sont accueillis en Europe. L'immense majorité de ces réfugiés, ils restent dans les pays pauvres voisins, par exemple les pays du Maghreb, etc. Donc l'afflux de migrants dont parlent la plupart des politiciens européens, qui jouent sur la rhétorique xénophobe, il est complètement faux. Pourtant, des moyens d'accueillir en fait tous ces travailleurs immigrés en toute dignité en Europe, il y en a, et ils sont dans la poche de nos patrons. L'autre volet de la politique européenne en matière d'immigration, ça a été aussi d'imposer à ces pays de transit, donc au Maghreb, au Proche-Orient, etc., qu'ils deviennent les mercenaires de l'Europe, en traquant eux-mêmes les migrants. Tous les accords de coopération économique qui sont conclus avec les pays du sud de la Méditerranée ou de l'Europe de l'Est, ils contiennent une clause migratoire qui les contraint à reprendre non seulement leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière en France ou dans d'autres pays, mais aussi tous les sans-papiers qui ont transité sur leur sol. Les frontières de l'Europe, elles sont ainsi délocalisées à Bamako, à Istanbul, Tripoli, etc., où sont aussi installés des camps de rétention qui sont largement subventionnés par les puissances européennes. Depuis le début du mois de juillet 2023, un truc qui illustre ça, c'est ce qui se passe depuis le début du mois de juillet 2023 dans le désert tunisien, libyen et algérien. C'est vraiment une véritable tragédie, puisque là-bas, il y a près de 1200 migrants et migrantes subsahariens qui ont été abandonnés aux frontières dans le désert. Dans le désert tunisien, notamment, il y a une vingtaine d'entre eux en fait, qui ont été retrouvés morts, tandis que des centaines étaient livrés à eux-mêmes dans des conditions inhumaines, sans eau, sans nourriture. Et ces gens-là, en fait, ils ont été victimes d'une véritable campagne d'arrestation et d'expulsion d'une violence assez inouïe en Tunisie au cours des derniers mois, qui a été menée par le président, Kais Saied, qui est vraiment une sorte de Zemmour tunisien, et qui est soutenu pleinement par l'Union européenne, qui subventionne notamment là plein de nouveaux camps de rétention en Tunisie. Voilà. En même temps, les bourgeoisies européennes, on en a un peu parlé tout à l'heure, elles ont besoin de l'immigration. Pour les métiers les plus difficiles, donc BTP, restauration, textile, etc., pour pouvoir surexploiter et diviser ici. Ça se passe déjà en fait via l'immigration interne à l'Europe, par exemple avec le recours aux travailleurs détachés, qui sont souvent polonais, roumains, portugais, espagnols, mais ça suffit pas pour les patrons. Si la bourgeoisie, elle exporte aussi souvent la production dans des pays où elle peut faire trimer les travailleurs encore plus facilement qu'ici, elle fait aussi venir en fait des immigrés en Europe qui subissent un véritable esclavage moderne. C'est par exemple des travailleurs chinois qui bossent 12 heures par jour dans des ateliers de confection d'habits en Italie pour 800 € par mois et dans des conditions assez atroces. Des Maghrébins, des Africains qui sont exploités dans des serres agricoles en Andalousie, où ils bossent 10-12 heures par jour sous 50 degrés, etc. Donc les étiquettes Made in Italy ou Made in Spain sur certains habits ou certains trucs, elles sont aussi tachées de sueur et de sang. En France, par exemple, c'est les contrats immigrés saisonniers qui permettent aux patrons de l'agriculture et des vignes de surexploiter des travailleurs immigrés pendant les saisons de récolte. Ces travailleurs, en fait, d'après le contrat, ils sont ensuite obligés de retourner dans leur pays d'origine 4 mois sur 12. Et même après des années et des années de travail en France, dans ces entreprises-là, ils ne peuvent pas prétendre à un CDI ni à quoi que ce soit. Ces réseaux de travail, ils ont été mis en lumière lors de plusieurs drames, comme des incendies d'ateliers qui ont fait plusieurs dizaines de morts, ou encore les 23 travailleurs chinois qui sont morts en Angleterre en 2004, en ramassant des coquillages pour leurs patrons dans des conditions de sécurité absolument nulles. En ce moment, la peste brune européenne, elle progresse. De la Hongrie d'Orban au parti Droit et Justice en Pologne, qui a d'ailleurs été repoussé dans les urnes suite à une grande contestation féministe là-bas, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne et en France, bien sûr, où les lois et les politiques anti-immigrés, elles sont mises en place par des partis qui se présentent pourtant de base comme des barrages à l'extrême droite et aux réactionnaires. Toutes ces lois et ces discours racistes, elles font que renforcer les difficultés des travailleurs immigrés, qui sont déjà pourtant énormes. Les politiciens bourgeois, ils flattent ainsi les milieux réactionnaires sur lesquels ils peuvent compter, ils divisent les ouvriers, ils détournent leur colère,
Ils assurent à leurs patrons la continuation de leurs profits sur le dos des immigrés et ils préparent aussi les attaques patronales qui se multiplient contre l'ensemble de la classe ouvrière en Europe. Face à cela, seuls les combats de la classe ouvrière peuvent apporter de toute autre perspective. Pas celle d'obtenir une meilleure directive pour encadrer le détachement des travailleurs ou une meilleure loi pour réglementer le droit du travail ou l'immigration, comme par exemple peuvent nous faire miroiter la gauche. C'est pas non plus en sortant de l'Europe comme l'a fait le Royaume-Uni où l'inflation galopante et les offensives patronales, elles ont absolument pas cessé. En fait, la France, c'est pas une victime des directives de Bruxelles, elle fait pleinement partie des grandes puissances qui mènent la politique de l'Union européenne pour le bon compte de leur bourgeoisie nationale. En fait, tant que l'exploitation capitaliste elle-même, elle n'aura pas été supprimée, et à plus forte raison dans cette période-là de crise intense, le patronat, il cessera pas de mener la guerre de classe. La bourgeoisie, elle cessera pas de jouer avec les frontières pour essayer de diviser et d'exploiter toujours plus. C'est le mouvement ouvrier, à travers ses luttes, à travers celles des travailleurs avec ou sans papier, qui sont exploités en fait par les mêmes patrons, qui peut porter des perspectives de classe en rupture totale avec ce système et l'échafaudage réactionnaire sur lequel il tient péniblement. La régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, mais aussi l'égalité salariale entre tous les travailleurs, qu'importe s'ils sont français, polonais, chinois, nigériens, etc. Nous, on veut changer radicalement cette société qui repose sur l'exploitation, sur les frontières et qui porte en elle le fléau réactionnaire. Pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de lutter contre les divisions au sein de la classe ouvrière. Cette lutte, on va la mener, enfin on la mène déjà, mais on va la mener aussi pendant les élections européennes, contre les perspectives nationalistes, voire carrément réactionnaires de ceux qui comptent défendre nos patrons. Du coup, pour se présenter aux élections européennes, il se trouve qu'on a besoin d'argent. On a déjà récolté une certaine somme grâce à toutes celles et ceux qui soutiennent nos idées de près ou de loin, mais on a encore besoin de votre soutien financier, donc si vous êtes là ce soir et que vous soutenez nos idées, déjà... Il faudra nous soutenir pendant la campagne, mais même maintenant, on cherche toujours de l'argent, des souscriptions plus exactement, pour pouvoir se présenter et défendre ça. C'est fini. Oui, moi je vais intervenir sur la guerre, le climat militariste, le nationalisme. Alors comme Isabelle et Nora l'ont développé, évidemment, la loi raciste de Darmanin, Macron, Le Pen aggrave les conditions de vie d'une fraction du monde du travail et de la jeunesse en France qui est immigrée ou d'origine immigrée. Et cette offensive, elle est partie prenante d'une offensive contre l'ensemble des couches populaires. Et elle-même s'inscrit dans un climat militariste, guerrier, ce que Macron appelle le réarmement. Je ne vais pas vous refaire les vœux de Macron, ça a été dit au moins une dizaine de fois. Ensuite, on a le réarmement démographique, nataliste, il réquisitionne les utérus des femmes, l'enrégimentement de la jeunesse avec le plein retour de la Marseillaise à l'école, le service national universel, le port de l'uniforme, et tout cela est accompagné, ou accompagne aussi ce que Macron appelle une économie de guerre, ce qui est à proprement parler une économie de guerre, c'est-à-dire pour produire des matériels d'armement, avec évidemment l'objectif, disent-ils, d'aider la population ukrainienne. Donc on produit à tire-larigot des obus, des canons, des avions de chasse, etc., alors que l'indispensable manque dans les hôpitaux, dans les écoles. Et voilà, donc c'est sur cette guerre que je voudrais insister, parce que de fait, la guerre, elle n'a jamais cessé d'exister. On sait bien que, par exemple, dans les pays d'Afrique, les multinationales mènent des guerres par peuple interposé pour l'accaparement des richesses. Mais enfin, avec la guerre génocidaire menée par le peuple, menée par l'État israélien contre le peuple palestinien, qui suit la guerre d'Ukraine, eh bien, il y a un tournant qui a été franchi, et un tournant, je dirais, gravissime, dont peut-être tout le monde ne réalise pas la portée.
Récemment, l'armée israélienne, qui a déjà fait 26 000 morts dans la bande de Gaza, s'est plainte de manquer d'armement. Alors il y avait un article dans les Échos le 31 janvier qui faisait le récapitulatif d'armement qu'elle avait reçu de la part des États-Unis par un pont aérien et maritime permanent. Elle a en fait utilisé 29 000 bombes qui ont visé 30 000 objectifs. Et donc les États-Unis lui ont fait parvenir 25 000 tonnes d'armement. Enfin, autant dire que si les États-Unis arrêtaient ça, la guerre ne pourrait pas continuer. Bon, ben ça tout le monde le sait, mais Netanyahou, l'État d'Israël sont soutenus de façon inconditionnelle par les puissances occidentales, derrière les États-Unis, parce que Israël c'est leur gendarme, le gendarme des intérêts de ces grandes puissances contre les peuples du Moyen-Orient. Et en Angleterre, en Allemagne, comme ici, toute expression de solidarité avec la population palestinienne est taxée d'antisémitisme. Alors quand on voit que Le Pen et Zemmour étaient à la manifestation contre l'antisémitisme, on voit bien quelle perversion est donnée au terme et à quel point tout ça est une farce, mais évidemment sinistre. Et cette guerre, là il faut, c'est dans ces journées-là, elle est en train de s'étendre. On pourrait dire que déjà dans la mer Rouge, on a quelque chose qui s'apparente à des batailles navales. Les Houthis, les milices Houthis du Yémen, par solidarité avec les Palestiniens, ont attaqué des navires commerciaux qui passent dans la mer Rouge vers le canal de Suez. Et déjà, les aviations de chasse anglaises et américaines ont frappé à multiples reprises des cibles en Syrie, en Irak, et ils l'ont fait pas plus tard que hier soir, puisque 3 soldats américains avaient été tués sur une base militaire qui sert de base arrière en Jordanie d'une base américaine qui est en Syrie. Et sitôt la cérémonie que Biden a présidée pour leur enterrement en quelque sorte, eh bien les aviations américaines et l'aviation américaine, pardon, pas l'Angleterre d'ailleurs, a été frappée 85 objectifs. Et bon, c'est assez énorme, quoi. Donc évidemment, les milices Houthis, comme je le disais, elles ont mené leurs attaques en solidarité avec les Palestiniens. Elles sont liées comme le Hamas ou le Hezbollah au régime ultra-réactionnaire des mollahs iraniens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les véritables fauteurs de guerre, eh bien, ce sont les grandes puissances occidentales, dont les multinationales pillent le monde entier, et ces grandes puissances, les USA en tête, qui ravagent le Moyen-Orient depuis 3 ou 4 décennies. Donc, et c'est aussi évidemment l'État d'Israël qui opprime la population israélienne depuis plus de 75 ans. Le peuple israélien, ça c'est un des drames et de la tragédie de l'histoire, bon, qui a été victime dans le passé du génocide nazi, enfin, leurs ancêtres on dira, est aujourd'hui enrôlé au service des intérêts des grandes puissances, aveuglé par le sionisme, parce qu'il a été placé dans ce piège et condamné à la guerre perpétuelle. Alors en Ukraine aussi, les États-Unis et leurs alliés mènent une guerre par procuration contre la Russie par peuple ukrainien interposé. Là aussi, le peuple ukrainien sert des intérêts qui ne sont pas les leurs, mais du fait de l'agression de Poutine contre la Russie, du fait que aussi le pouvoir de Poutine, c'est un pouvoir tyrannique, absolument dictatorial, eh bien, ils peuvent faire passer cette guerre pour une guerre de libération, pour le droit et la démocratie. Mais ce n'est pas le sentiment de la population ukrainienne. Bon, ce n'est pas des nouvelles qui sont très très répandues, mais actuellement, il y a pas mal de manifestations, pas énormes, mais
de quelques dizaines ou quelques centaines de femmes ou de mères de soldats qui réclament que leur fils ou leur mari puisse revenir en Ukraine. Hein. Et on sait aussi, il fait passer une loi, là, Zelensky, sur des règles de mobilisation. Comment dire, l'Ukraine ne manque absolument pas d'armes, mais par contre, elle manque énormément de soldats parce que les hommes en âge de combattre, eh bien, fuient la réquisition forcée. Pareil pour... oui, d'ailleurs, sur les armes, l'Union européenne vient de voter 50 milliards, donc qui étaient bloqués. Enfin, je ne raconte pas le détail, ça ne sert à rien. Donc, en tous les cas, dans cette guerre qui a déjà fait, alors les comptes sont toujours un peu sujets à caution, parce qu'évidemment, aucun ne veut reconnaître les pertes qu'il a, aucun pays. Mais enfin, on parle en gros de 500 000 morts et blessés dans les deux camps, hein, depuis 2 ans, ce qui est énorme. Et voilà, il y a une forte réticence, voire une opposition, à aller mourir sur des champs de bataille pour des régimes qui sont corrompus, et c'est la loi martiale en Ukraine. Hein, bon. En Russie, évidemment, c'est pareil, même si l'opposition, elle peut encore moins s'exprimer qu'en Ukraine, mais Poutine y recrute par la force, et en particulier les peuples halogènes, entre guillemets, en fait, qui viennent de régions périphériques de la Russie, qui sont souvent kidnappés, en quelque sorte, envoyés sur le front. Alors, il y a actuellement l'élection présidentielle, vous savez, alors il y a un candidat qui s'appelle Boris Nadezhdin, et qui fait sa campagne sur l'opposition à la guerre. Bon, on ne sait pas si c'est du lard et du cochon, hein, pour tout dire, hein, mais comment dire, toujours est-il qu'il est opposé à, comme on dit en Russie, l'opération spéciale, comme le régime dit, et il a réussi à recueillir plus de 200 000 signatures, parce qu'il faut un minimum de 100 000 signatures pour pouvoir se présenter. Il a réussi à le faire, donc il y a un petit engouement pour ça, ce qui montre aussi que la guerre n'est pas soutenue loin de là, hein, sans compter tous ceux qui ont voulu partir à l'étranger pour ne pas la faire. Alors, pour revenir à cette guerre contre la Russie, les véritables fauteurs de guerre, c'est pas tant Poutine que les États-Unis et l'OTAN, qui, depuis 1991, cherchent à encercler d'États hostiles la Russie sur presque toutes ses frontières. Alors évidemment, la propagande qu'on entend sans arrêt nous dit l'inverse. C'est la Russie même qui menacerait l'Europe. Bon. Mais qu'on imagine un petit peu si une armée étrangère faisait des manœuvres militaires aux frontières des États-Unis, au Mexique par exemple. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a des manœuvres de l'OTAN qui engagent 90 000 soldats et qui se déroulent de l'Europe du Nord à l'Europe de l'Est et à la Russie. Donc, il faut réellement s'affranchir, en quelque sorte, de cette propagande, je dirais, occidentale, et réfléchir essayer de trouver la réalité. Les États-Unis sont engagés dans une offensive, en réalité, économique, on le voit bien par rapport à la Chine, diplomatique, militaire, sur tous les continents, pour sauvegarder leur hégémonie mondiale. Ils ont conclu des alliances partout, hein, dans le monde. Ils font pression pour le réarmement de tous les pays qui sont leurs alliés. Par exemple, on a eu 2 cas vraiment manifestes, c'est l'Allemagne et le Japon, qui depuis la Deuxième Guerre mondiale étaient plutôt des pays pacifistes, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, mais enfin bon. Et maintenant, c'est la course à l'armement. Et des États comme la Pologne ou même la Grèce, où le budget de l'armement, c'est 3% du PIB. Donc des États aussi
qui cherche à se faire une place auprès du maître. Voilà. Donc, très clairement, enfin, je ne sais pas si je convainc tout le monde, mais tout se passe comme s'il y avait une offensive pour convaincre tout le monde que la guerre est inéluctable. C'est ça qu'il faut bien... enfin, je pense que beaucoup de gens le ressentent, mais bon, c'est de ça qu'il s'agit de discuter, à mon avis. Et évidemment, par rapport à cette menace de mondialisation des guerres, d'extension, de généralisation des guerres, on pourrait dire plutôt de multiplication des guerres, ça c'est un problème aussi à discuter entre nous, eh bien la seule issue existante, c'est le soulèvement des peuples. Bon, alors en Israël, Palestine, bon, c'est... évidemment, les Palestiniens sont vraiment écrasés, bien que la population arabe a manifesté contre cette guerre. En Russie, en Ukraine, c'est la même chose, c'est les peuples qui peuvent mettre fin à la guerre. Mais ici aussi, on peut agir, c'est-à-dire qu'on peut rendre, je dirais, nos cerveaux non disponibles à cette propagande guerrière. Faire en sorte de combattre notre propre gouvernement, notre propre État, qui refusait de nous laisser enrôler, je dirais mentalement d'abord, intellectuellement, dans cette guerre de l'Occident contre le reste du monde. Et voilà. Bon, et en fait, quand il nous parle de la guerre, c'est toujours la guerre contre la dictature, pour la démocratie de l'Occident, pour quasiment la barbarie. Bon, ça a été la guerre contre le terrorisme islamiste, maintenant c'est la guerre contre la Russie et demain contre la Chine, même si c'est un demain beaucoup plus lointain peut-être. Mais en réalité, ce qu'ils défendent, c'est les intérêts de leurs multinationales. On parle de l'Ukraine, par exemple. Tout à l'heure, Christine, tu parlais du poulet ukrainien, mais en Ukraine, aujourd'hui, ceux qui sont sur les rangs, c'est des sociétés agroalimentaires qui veulent acheter ce qui est les terres les plus riches d'Europe, quoi. Et il y avait une loi qui jusqu'alors le limitait, mais avec l'entrée prochaine de l'Ukraine dans l'Union européenne, eh bien, ces terres-là sont achetables. Bon, c'est les terres agricoles, c'est les besoins de minerais, c'est les besoins de terres rares, de sources d'énergie, et c'est ça qui est l'objet des guerres. Alors, la bourse, elle franchit des records, là, vous avez vu, ils sont passés au-dessus des 7600 points. Bon, LVMH fait 15 milliards d'euros de bénéfices, ce qui est quand même très éclairant, parce que c'est l'industrie du luxe, quoi. C'est vraiment pour les parasites du monde. Ça marche du fou de Dieu, quoi. Et 97 milliards de dividendes ont été distribués aux actionnaires des 40 plus grosses entreprises françaises. Alors on peut se dire, ça va bien pour le capitalisme, mais en réalité, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire, on peut être désespéré, quoi. Et en réalité, pas tant que ça. La société capitaliste, elle est gravement en crise, même pour les capitalistes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent dégager du profit pour nourrir les capitaux qui sont en suraccumulation que par une régression sociale toujours plus importante, que en exploitant davantage les hommes, la terre, en dépossédant. L'économiste américain qui disait ça, le capitalisme de dépossession, Harvey. Donc les capitalistes ne peuvent continuer à alimenter cette chaudière infernale qui doit faire du profit, autrement ça s'effondre, qu'en générant toujours plus de misère, de guerres, de catastrophes écologiques. Et c'est aussi la raison de la multiplication des conflits et des guerres qui sont le prolongement de la concurrence, de l'exacerbation de la concurrence économique. Bon, alors, que faire là-dedans ? Eh bien, comment dire, il n'y a rien qui peut être décrit sans que ce soit vu par des millions de gens. Enfin, je veux dire,
tout cela, la richesse à un pôle, une richesse folle à un pôle et la misère à l'autre, c'est vu par tout le monde. Et c'est sans doute pour la première fois vu de façon aussi claire que se manifeste aussi un profond sentiment anticapitaliste. Un profond sentiment que si on ne met pas fin au système lui-même, au système économique lui-même, qui est fondé sur la propriété privée pour extorquer le travail et les richesses produites par ce travail, eh bien, ça ira évidemment de pire en pire. Et c'est aussi pour ça que les classes possédantes, eh bien, elles s'appuient évidemment, ou elles mènent des politiques d'extrême droite, xénophobes, réactionnaires. Elles veulent étouffer ce sentiment anticapitaliste, ce sentiment, je dirais presque socialiste, de solidarité. Elles veulent l'étouffer, le faire oublier, culpabiliser, et c'est à ça que leur sert l'offensive réactionnaire raciste. Et ces préjugés, en réalité, ils sont que le prolongement de l'idéologie nationaliste, de l'idée qu'on aurait les mêmes intérêts chez nous, comme dit le Rassemblement national, comme dit Le Pen, et que l'ennemi est en dehors de nos frontières. Cette idée, comment dire, elle nous révulte, on ne la partage absolument pas, mais combien de fois vous entendez des gens dire notre économie, notre industrie, parmi pas mal de dirigeants syndicaux y compris, hein, donc il y a voilà, c'est alors combattre la guerre, le militarisme, l'exploitation, à mon avis, mais là aussi c'est encore à discussion, c'est affirmer une solidarité internationaliste. C'est le titre de notre affiche, hein, une solidarité internationaliste, parce que nous n'avons d'ennemis que dans le 1% des parasites qui se gavent des richesses du travail humain, et que nous avons des alliés partout, par-delà les frontières, qui sont les travailleurs, les exploités, les opprimés. Moi, je dirais, pour conclure, la situation, elle est très contradictoire. Il y a des tensions sociales qui sont de plus en plus aiguës. La nécessité d'en finir avec le capitalisme fait son chemin. Et on le voit un petit peu, dans la rupture avec les forces syndicales et politiques institutionnelles. Alors une rupture, je m'entends, hein, une certaine défiance. Par exemple, après le mouvement contre la réforme des retraites, je pense aussi parmi les petits agriculteurs par rapport à Rousseau et le dirigeant de la FNSEA, parce que ces forces, ils se sont rendus compte qu'elles ne voulaient absolument pas, pendant le mouvement des retraites, se battre réellement sérieusement. Et en réalité, ces forces-là, elles ne veulent pas, je dirais même pas affronter le système, elles ne veulent pas rompre, elles ne veulent pas prendre le risque de rompre avec le système. C'est comme ça, c'est des privilèges aussi, c'est des, voilà. Même, il y en a, même quand ce n'est pas des grands patrons comme ceux de la FNSEA, voilà. Et la rupture, justement, avec la gauche politique, syndicale, institutionnelle, c'est la rupture avec le nationalisme. Constatons-le, hein, partout. La rupture avec le nationalisme, c'est la ligne de démarcation clé. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans le raisonnement nationaliste, comme quoi on va protéger notre industrie française, on va protéger la production agricole, on met le doigt dans ce qui est le système et la défense du système par ceux qui le dirigent. Et en réalité, nous, on se rassemble, je ne parle pas là du NPA seulement, je dis, je sais pas, le Parti des travailleurs qui veut une transformation révolutionnaire de la société en constitution, hein.
je dirais, nous, on se rassemble sur la base de la solidarité internationaliste, sur la base de sentiments, d'aspirations, d'idées, de perspectives qui sont que, oui, comme disait Isabelle, oui, les travailleurs n'ont pas de patrie. Et notre seul étranger, pour revenir sur la loi Darmanin, nos seuls étrangers, ce sont les patrons et pas les travailleurs qu'ils exploitent ici. Voilà.